Je ne suis pas peut-être la meilleure personne pour vous impressionner et pour vous inspirer, parce que en fait, quand j'ai lu j'ai lu le background de ce groupe, c'est moi qui en suis sortie inspirée. Donc, je voudrais tout simplement vous parler de ce que moi, dans ma journée, dans ma carrière et dans sur les 10 et 15 dernières années, ce que moi j'ai remarqué, que j'ai pu vivre, ne serait-ce qu'en vivant en Afrique. C'est vrai, on parle des millennials, on parle de cette génération Y, ceux-là qui sont nés après les années 80, après 1980. Et il y a beaucoup de marketers, il y a beaucoup de compagnies qui les regardent comme un groupe, une force, après laquelle il faut aller et il faut commencer à développer des produits, etc. pour satisfaire ce groupe. Mais moi je me dis toujours, vous savez mieux que personne ce que vous voulez. Si aujourd'hui vous avez pris votre destinée en main, vous avez décidé de vous engager dans cette démarche, c'est parce que vous avez déjà une optique, vous avez déjà une vision. Et je pense que c'est là qu'il faudrait canaliser et voir un peu dans votre continent quels sont les besoins. Ousmane parlait des secteurs, et Kam avait dit, effectivement j'ai lu que vous étiez focalisé sur les secteurs de l'infrastructure, agribusiness, light manufacturing, energy et technologie. Et en fait je pense que ça résume tout. Pour un continent dont les économies sont en grande partie qui reposent sur l'agriculture, je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas 10 000 solutions. L'agriculture, c'est la clé. On parle de sécurité alimentaire, on parle de commodity prices, on parle de tout ça. Et l'Afrique, en fait, c'est peut-être le dernier breadbasket qui reste à développer. Quand on regarde l'Amérique latine, on regarde le Brésil, on regarde les pays de l'Amérique du Sud, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de commodities, il y a beaucoup de produits alimentaires qui viennent de ces pays-là, ou bien encore de l'Asie, mais je dirais qu'en Afrique, c'est là qu'il y a les opportunités. Et c'est marquant, ça vous montre la mécanisation de l'agriculture dans les pays industrialisés, la mécanisation de l'agriculture en Asie du Sud et la mécanisation de l'agriculture en Afrique. Je ne sais pas si vous avez pu regarder, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, ce n'est pas pour rien que l'article a présenté ce tableau et juste à côté, il y a cette personnalité. Moi, j'ai visité une usine chinoise il y a un peu plus de 13 ou 14 ans. Et c'était juste après une visite que j'avais faite dans un autre pays où j'ai visité une usine textile aussi. Lorsque j'ai visité cette usine textile dans ce premier pays, alors que je marchais sur le floor, parmi les ouvriers, ils se sont arrêtés pour me regarder. Ils étaient tous comme moi, hein, mais ils me regardaient un peu comme quoi un curieux. Je suis allée dans cette usine en Chine et je peux vous dire que quand j'ai visité la Chine, quand j'étais dans les rues, les gens me regardaient, ils prenaient même des photos. Il y en a qui se mettaient à côté de moi qui prenaient des photos. C'est pour dire que c'était un peu, j'étais un peu une attraction. Tandis que dans l'usine, pendant que je passais, les dames, si tu peux me permettre, Ousmane, tu tiens le micro pour moi, elles étaient en train c'était des balles qu'elles étaient en train de faire, je ne me souviens plus. Elles étaient toutes focalisées. Je me suis arrêtée à côté de l'une d'entre elles. Elle ne m'a même pas regardée. Donc, je me souviens à midi, c'était l'heure de la pause, ils sont tous sortis en file. C'était comme une armée qui défilait. Tous en file. À 13 h au moment de revenir, depuis 12h45, 12h50, ils sont tous revenus en file. À 13 h pile, ils étaient tous installés à leur machine. L'autre usine que j'avais visitée, et je vais vous le dire, c'est un peu triste. À l'heure à laquelle il fallait partir, ils sont tous partis. Mais quand il fallait revenir, c'était un peu, et ça a dragué, ça a pris du temps pour qu'ils soient réinstallés à leur machine. Alors si je puis vous dire quelque chose, ce que j'ai appris tout ça, c'est que la discipline, ça aide. La discipline, c'est l'ingrédient qui nous manque quelquefois. Si on veut réussir, il faut installer la discipline comme ingrédient primordial dans tout ce que l'on fait. Vous prenez un rendez-vous, soyez à l'heure. You make a commitment, be there. Vous prenez un engagement, respectez-le. Et c'est aussi un problème, on parle beaucoup des banques qui ne croient pas de financement. Moi, j'ai été banquière avant, de rejoindre le groupe de la Banque mondiale. Quand j'étais investment officer, je faisais des évaluations de banque.
Et je peux vous dire, dans beaucoup des pays de l'Afrique où je suis passée, effectivement, il y a des casseroles, il y a des ardoises qui auraient pu être évitées. Vous prenez un engagement, respectez-le, parce que ceci va bénéficier aux autres. Quand la banque vous demande 20-22%, c'est parce qu'elle ne sait pas si vous allez repayer. Si elle peut savoir si vous allez repayer, elle peut faire la différenciation. Vous avez un bon profil de crédit. Du coup, le taux d'intérêt qu'elle va vous demander, elle le réduit déjà à 10-12%. Cela vous fait une marge extraordinaire sur votre bénéfice. Pour revenir au secteur dont je parlais, les infrastructures. On a un déficit d'infrastructures énorme en Afrique. Ce qu'on appelle le FDI, les investissements étrangers directs en Afrique pour l'année 2015 sont projetés à 56 milliards de dollars. Ça paraît un grand chiffre, hein, mais c'est pour l'Afrique. Pour l'Afrique, ça paraît un grand chiffre. Par contre, les besoins en infrastructure seulement pour l'Afrique se montent à 93, dépendamment du taux de change, entre 90 et 100 milliards de dollars. En fait, non, j'ai dit 56 milliards, c'est ça? Pas millions, 56 milliards de dollars d'investissement direct, mais les besoins en infrastructure se chiffrent à entre 90 et 100 milliards par an pour les 10 prochaines années. Donc, ce qui veut dire que les investissements directs que vous allez qu'on va recevoir en Afrique ne suffiront même pas à combler nos besoins, ne serait-ce que pour l'infrastructure. On n'a même pas encore touché l'agriculture, on n'a pas encore touché les autres secteurs. Donc, quand je regarde l'Afrique, quand je vous regarde, vous êtes une force, mais il faut vous engager. Il faut savoir où se trouvent les besoins et il faut aussi vous engager avec vos gouvernements. Ce n'est pas la peine d'attendre que vous soyez ministre pour faire quelque chose. À votre niveau, vous pouvez faire quelque chose. À votre niveau, vous pouvez vous engager dans la microfinance, vous pouvez vous engager à travailler avec des groupes. La productivité de l'agribusiness, c'est ce qui va assurer la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, je regarde la Côte d'Ivoire, un hectare de terre, un hectare de cacao produit à peu près 450 ou 500 kilos par hectare, alors que la productivité pourrait être 3 tonnes par hectare. En palmier à huile, c'est la même chose. Il y a un déficit d'huile de palme parce que la terre ne produit pas son rendement, ne donne pas son rendement optimal. Maintenant, l'environnement des affaires. Là, c'est un autre problème. Les tracasseries auxquelles sont soumises les PME. C'est vrai, au niveau du groupe de la Banque mondiale, on travaille beaucoup pour réduire ces tracasseries, pour réduire la paperasserie, pour réduire ce qu'on appelle le red tape. Mais on a aussi besoin que vous mettiez dans la mêlée. Parce que quand on essaie de réduire les licences, les besoins de paperasserie, il faut aussi que quand quelqu'un vous demande de l'argent pour que vous payiez pour obtenir quelque chose et que vous disiez non, je veux passer par la méthode normale. Si vous découragez la corruption, elle va diminuer. Il faut aussi que vous jouez le jeu. On dit il faut deux pour danser, it takes two to tango. Donc c'est à vous aussi de jouer le jeu. Et c'est par votre volonté que les choses vont changer. Moi je dis toujours, il faut une génération pour éradiquer certaines habitudes. Donc si votre génération, elle se met dedans, elle dit non à certaines choses, elle dit oui au progrès, elle dit oui à la démocratie, elle dit oui aux investissements faits dans les normes, elle dit oui à un engagement qui va jusque dans les contrées. Parce que là aussi, il faut quelque chose, il faut qu'on en fasse quelque chose. Dans les sciences agronomiques, il n'y a pas assez de gens qui se développent dans ces sciences-là. Donc toutes les avancées qu'il y a eu dans les autres pays, toutes les avancées dans les sciences agronomiques, l'Afrique n'en bénéficie pas encore. Parce qu'il n'y a pas assez de jeunes, il n'y a pas assez de gens qui s'engagent parce que peut-être ils pensent que cela ne donne pas. Mais moi je peux vous dire, vous augmentez les opportunités des paysans, vous augmentez les opportunités des gens qui vivent dans les milieux ruraux, vous allez voir des retombées directement sur le chiffre d'affaires, sur le PIB, vous allez voir des retombées directes sur votre pays. Ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire, mais je puis vous dire que vous avez un business plan. Avant de le soumettre à une banque, cherchez, remettez-le en question. N'ayez pas peur de vous remettre en question. Demandez à un ami, demandez à quelqu'un d'autre de le regarder. Comme disait Boileau, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. N'ayez pas peur
vous remettre en question. C'est comme un bébé, les parents, leurs enfants sont toujours beaux, il y a rien, ils ne peuvent rien faire de mal. Par contre, quand vous vous challengez, quand vous vous remettez en question, vous avez la possibilité de jouer ce qu'on appelle le devil's advocate. Vous vous mettez dans la peau du banquier en vous posant vous-même les questions que le banquier vous aurait posées. Quel est votre marché? Comment allez-vous atteindre ce marché? Quelle est la distribution? Quel est le processus de distribution? Qu'est-ce que vous avez qui vous permet de compétir par rapport à d'autres produits similaires? Sur quelle base allez-vous vous introduire dans le marché? Quelle est votre stratégie de pénétration, votre marketing? Et maintenant, les flux de caisse, vos projections, est-ce qu'ils sont réalistes? S'il y a de la casse, si les projections ne se réalisent pas, qu'est-ce qu'il y a comme coussin de fonds propres pour absorber? Et n'ayez pas peur de vous adresser aussi à des groupes tels que les private equity. Ils sont là pour ça. Faites de la recherche. Et une fois que vous aurez fait tout cela, évidemment, jetez-vous à l'eau. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un projet et de le garder dans les tiroirs pendant 20 ans. Parce que lorsque vous le sortirez du tiroir, ce produit-là, il ne sera plus le produit de base. Il ne sera plus le produit que tout le monde cherche. Parce qu'il y a la technologie, tout avance. Je ne puis que vous féliciter pour ce que vous avez fait. Je vous engage à continuer. Je vous engage à aussi challenger vos dirigeants. Demandez-leur plus, mais aussi apportez-leur de l'aide. Ce n'est pas la peine d'attendre que vous soyez dans un cabinet de ministre pour apporter votre aide. Sur les blogs, commencez à réfléchir. Vous avez des opportunités que moi, je n'avais pas à votre âge. Vous avez accès à un public de là où vous êtes, dans votre pays. Vous pouvez avoir accès à tout le continent. Tout le monde peut vous lire. Écrivez. Demandez de la vie des autres. Et n'ayez pas peur qu'il y en aura qui vous critiqueront. Il y en aura qui vous décourageront. Donc, regardez la critique. Voyez si elle est fondée. Et si elle n'est pas fondée, continuez. Et si elle est fondée, prenez-la et revoyez votre thèse. Amen. Donc, je ne puis que vous dire cela parce que vous êtes probablement mieux placé que moi pour me donner pour m'infuser un peu de votre énergie. Sur ce, je vais passer la parole, Monsieur le ministre, et je vous souhaite vraiment bonne chance.